France Insoumise. Dans ce cadre-là, donc, on a pu avoir nos deux candidates bretonnes à proximité, donc Marie et Marielle, qui sont là ce soir avec nous. Et pour les accompagner, on a également Muriel et Alexis, qui sont députés, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Donc, avec chacun son parcours et ses expériences liées à la formation et l'éducation. Je vais laisser la parole maintenant à Muriel pour la suite. Oui, je fais court, hein. L'idée c'est de... Je précise juste avant de passer le micro à Muriel, merci de couper vos téléphones portables pour la sérénité des discussions. On essaiera d'avoir un petit temps d'échange en fin de réunion de façon à ce que chacun puisse apporter éventuellement, enfin chacun, on puisse avoir certains témoignages et des questions auxquelles nos invités pourront répondre. Et également, à partir de 21h15, on est tous conviés à la salle partage qui est juste à 50 mètres à droite quand vous sortez pour un petit moment convivial. Je vous laisse la place. Merci Gilda. Bonsoir à toutes et tous. Un grand remerciement aux Insoumis qui ont organisé la soirée ce soir et tout mis en place. Alors je suis ravie d'être avec vous à cette réunion publique qui lance la campagne des Européennes. Ravie d'accueillir Alexis Corbière, mon collègue député de Seine-Saint-Denis. Ravie d'être présente aux côtés de Marielle Lemaître et Marie Mesmer, nos candidates bretonnes. Parmi les 5 sur la liste des Européennes, la liste de l'Union populaire menée par Manon Aubry. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, encore maintenant, quand on me parle de campagne pour les Européennes, ça me rappelle 2005. Le référendum sur le traité de Rome, établissant une constitution pour l'Europe. Vous vous rappelez certainement de cette campagne, partout ça débattait, dans toutes les familles, les bistrots, tous les points de vue se confrontaient. Et malgré une propagande éhontée des médias pour le oui, c'est le non qui l'emportait à 54,67%. C'est quand même énorme, avec une mobilisation massive, 69,34% de participation. Les Françaises et les Français avaient dit non à cette Europe parce qu'ils mesuraient déjà les conséquences du traité de Maastricht de 1993, la réduction des dépenses publiques, l'obligation pour le déficit public de demeurer en dessous des 3% du PIB, parce qu'ils avaient compris que ce qu'on leur proposait, c'était une Europe libérale, basée sur la libre circulation des biens et des capitaux, et donc sur le traité de libre-échange, et non une Europe populaire, sociale et écologique. Par contre, la Bretagne, et plus largement le Grand Ouest, avait penché pour le oui. Alors, est-ce qu'on aurait dû déjà voir à l'époque la Bretagne rose basculer vers le macronisme? Je vous laisse juger, mais la situation actuelle laisse quand même présumer. Bref, suite au rejet du référendum, le traité de Lisbonne reprend ce traité constitutionnel sous forme d'amendement et le texte sera approuvé par le Conseil européen le 19 octobre 2007. Cette fois sans l'avis des Françaises et des Français, mais surtout contre leur avis. Et c'est spécifiquement la démocratie qui a été le déclenchement de mon engagement en politique. Je me suis dit qu'il fallait participer à quelque chose là, parce qu'on était en train de se faire avoir sur toute la ligne et ça devenait insupportable et même dangereux. Et c'est naturellement que quelques années plus tard, je me suis tournée vers la France Insoumise qui prône encore et toujours un renouveau démocratique par une 6e République et par une autre Europe. Certains ont eu la même réaction que moi et se sont engagés, et d'autres se sont dit « plus jamais j'irai voter puisque ça ne sert à rien ». Et nous en sommes à des taux d'abstention records. Ce sont ces personnes que nous devons aller chercher, les éloigner du vote. Ceux qui partent à la pêche au lieu d'aller voter. Et j'ai vérifié l'horaire des marées pour le 9 juin prochain, il n'y a pas de grande marée, donc il n'y a pas de pêche à pied. Voilà, nous devons les convaincre que leur vote peut tout changer, qu'un autre monde est encore possible. Parce que le programme européen de la France Insoumise n'est pas celui que nous subissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je laisserai Marielle et Marie nous l'exposer tout à l'heure. Nous avons déjà des députés européens insoumises et insoumis qui luttent sans relâche pour s'opposer à la politique européenne libérale soumise au lobby. Ils luttent pour orienter au mieux les décisions qui ont des répercussions très concrètes sur nos vies. Prenons l'agriculture. Il ne vous aura pas échappé, puisque les traces sont encore visibles sur de nombreux ronds-points et sur les routes, que les agriculteurs
sont en colère parce qu'ils ne peuvent vivre dignement de leur travail. Ils veulent vivre de leur travail, quoi de plus normal. Ils réclament des prix planchers, le plafonnement des marges, l'arrêt des traités de libre-échange, comme nous, mais pas du tout. Non, 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 pas du tout, nous répond la FNSEA. Si les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, c'est parce qu'il y a trop de normes environnementales. Il faut préserver et replanter les haies, il faut réduire les pesticides, il faut baisser les cheptels. Les écolos empêchent les agriculteurs de faire leur boulot. C'est ce qu'on entend partout. Et Mediapart nous rappelle d'ailleurs pourquoi M. Rousseau n'a aucun intérêt à ce qu'on parle des traités de libre-échange et à ce que le modèle agricole change. Outre des indemnités d'élus qu'il perçoit en tant que président de la FNSEA, il touche 187 000 € annuels, 15 500 € par mois, en tant que président du conseil d'administration du groupe Avril. Donc là, le groupe Avril, c'est les huiles de Sieur, par exemple, hein, pour que vous fassiez une représentation. Il est également vice-président de la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France. Il est vice-président de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et protéagineux. Il est maire de sa commune. En fait, il est exploitant agricole à la tête de plusieurs structures bénéficiaires des aides publiques de la PAC, la fameuse PAC, distribuée par Bruxelles à l'hectare et non à l'actif, comme le réclament les partisans de la transition écologique. Et c'est donc M. Rousseau qui cumule les revenus, qui défend les agriculteurs qui ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et c'est parce qu'il y aurait trop de normes environnementales. Vous voyez où on en est. Il faut savoir que l'agriculture est le principal poste de dépense européen. C'est un tiers du budget. Elle répartit 9 milliards d'euros aux exploitants les plus gros. C'est donc le contribuable qui participe à enrichir les riches exploitations, les gros complexes agro-industriels. Alors l'argent ne fait pas le bonheur, mais surtout quand il est mal distribué. Parce que la répartition des richesses, c'est normalement à ça que devrait contribuer l'État comme l'Union européenne. La PAC devrait être répartie au nombre de travailleurs sur les fermes et non au nombre d'hectares exploités par des machines de plus en plus grosses et de plus en plus coûteuses. Alors attention, de nombreux agriculteurs travaillent de manière remarquable et sont en grande difficulté, mais parce que rien n'est fait pour favoriser l'agriculture paysanne. Les mesures agro-environnementales n'avaient pas été budgétées, la loi Egalim n'est pas respectée, donc les filières ne sont pas développées et la PAC ne favorise que les grosses exploitations. Concernant les pesticides et les intrants, Marc Fesneau a dit récemment lors de son audition en commission défense sur la souveraineté alimentaire, c'est pas souvent hein, qu'on auditionne Marc Fesneau en commission défense, mais là c'était le cas. Il a dit qu'il ne savait pas faire autrement concernant les intrants et les pesticides. Eh bien, c'est pour lui montrer comment cela est possible que mes collègues Mathilde Digné, Manon Meunier, Aurélie Trouvé, Loïc Prudhomme et bien d'autres sont allés à la rencontre de ceux qui font autrement partout en France, dans le cadre de l'Agritou, en préparation de la loi d'orientation agricole. Une autre agriculture est possible, sans pesticides, respectueuse du bien-être animal et de la biodiversité, et sans traité de libre-échange qui déstabilise les économies et les paysanneries locales. Prenons l'exemple du CETA, je sais que ça fera plaisir à certains, qui d'ailleurs a été dénoncé par le Sénat la semaine dernière et qui ne sera pas étudié devant l'Assemblée avant les élections européennes. Vous voyez le courage des macronistes, ils savent qu'ils sont minoritaires, donc voilà, on l'étudiera après les élections. Ce traité de libre-échange, négocié entre l'Union européenne et le Canada, impose des restrictions moins contraignantes que celles imposées aux agriculteurs français. Par exemple, le Canada utilise toujours plus de 40 molécules de pesticides interdites dans l'Union européenne. Cela crée un déséquilibre et une concurrence inacceptable. On est bien d'accord. Dans le cas du récent accord ratifié entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, la réciprocité des normes pourtant promises n'est pas assurée. Les agriculteurs néo-zélandais ont le droit d'utiliser des substances interdites sur le sol européen. De même, les limites maximales de résidus de pesticides sont différentes entre le Mercosur et l'Union européenne. Certains composants actifs autorisés dans le Mercosur sont par ailleurs interdits dans l'Union européenne. On comprend les difficultés que rencontrent les agriculteurs, et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre groupe ne vote jamais pour les traités de libre-échange. Mais je pense que tu en parleras aussi. Autre conséquence concrète, l'industrie. L'industrie est également durement touchée par la politique européenne. Vous avez tous entendu François Ruffin parler des délocalisations de nos industries vers les pays où le travail coûte moins cher, voire Continental, Goodyear, Dessay, etc. Chez nous, l'entreprise Clap à Ploufragan, qui fabriquait des masques, a été placée en redressement judiciaire depuis le 13 mars dernier.
La COP des masques a fermé en octobre 2022. Pourtant, aujourd'hui encore, quand on va chez le médecin, quand on va à l'hôpital, on porte un masque. Il y a donc bien un marché. Eh bien, les usines françaises de masques ferment leurs portes parce que les règles du marché public ne favorisent pas les entreprises locales. On ne peut pas mettre un critère géographique sur un marché public. Et l'État se fournit donc à l'étranger, parce que c'est moins cher, alors qu'il a lui-même injecté des fonds publics pour créer ces entreprises. C'est un véritable gâchis. La suprématie de la concurrence libre et non faussée, supposée apporter la prospérité, a donc une incidence directe sur le contenu de nos assiettes, sur les protections sanitaires, mais aussi sur tous nos services publics. Et vous avez pu constater comme moi qu'ils sont tous en difficulté, en souffrance. Santé, éducation, justice. Et Bruno Le Maire, soi-disant suite à une erreur de prévision de la croissance, annonce nonchalamment 10 milliards d'euros de coupes budgétaires avant les 20 milliards auxquels sera assujettie la prochaine loi de finances pour 2025. Ça fait 30 milliards. Ça va être très dur pour les services publics. Mais quoi? Vous allez vous serrer un peu plus dans les classes, vous allez vous serrer un peu plus dans les couloirs des hôpitaux, et puis vous accoucherez dans la bagnole, hein, ça se fait nickel. 3 bébés sont nés dans un véhicule depuis la suspension des accouchements à Guingamp en avril dernier. Et puis un mois ou deux de plus pour une opération, vous n'êtes plus à ça près. Puis vous n'avez qu'à aller à la clinique. Vous allez très bien, apparemment, sur les Champs-Élysées, à Diderot. Faites comme eux. Payez-vous le top des mutuelles. Consultez un médecin secteur 2. Mettez vos enfants dans les écoles privées prestigieuses. Prenez des parts dans les EHPAD et les résidences universitaires privées. Et tout ira très bien, ça rapporte. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est encore 45 classes supprimées à la rentrée prochaine sur le département. Et je crois 69 sur le Finistère, c'est partout en France. Faute de rendre le métier d'enseignant plus attractif, notamment en augmentant les salaires, on ferme des classes. Et on dirige les enseignants comme des pions vers d'autres écoles où, soi-disant, il y aurait plus de besoins. Selon les chiffres de l'OCDE, alors qu'entre 2005 et 2019, les salaires des enseignants ont augmenté en moyenne de 11% dans les pays que regroupe l'organisation, ils ont baissé de 2 à 6% en France sur la même période. Il y a du boulot. Le problème, c'est la menace de la fermeture de la maternité de Guingamp, après avoir fermé l'Oudéac, Paimpol et Dinan. Le rapport du Dr Ville préconise la fermeture de 111 maternités sur toute la France, toutes celles qui ne font pas 1000 accouchements par an. Il y a 20 ans, pour Paimpol, on parlait de 300 accouchements, c'était le seuil. Et donc, si on met en œuvre ce rapport, il ne resterait alors que la maternité de Saint-Brieuc et celle de l'hôpital privé de Plérin, côte à côte, sur le département. Voilà, c'est tout ce qui resterait sur le département pour que les femmes puissent accoucher. Et donc, on a vu 3 enfants déjà mis dans un véhicule. Le problème, ce sont les services d'urgence saturés, sans cesse régulés, c'est-à-dire fermés, n'en déplaise à M. Botorel, qui s'enorgueillit de la situation catastrophique de nos services publics de santé. Ce sont des personnes qui meurent dans les couloirs des hôpitaux, faute de prise en charge. On en vient à demander l'aide de l'État cubain, capable de déployer en quelques jours des spécialistes à l'étranger, et notamment des gynécologues obstétriciens qui pourraient exercer à l'hôpital de Guingamp. Ils forment autant de médecins par an qu'en France pour une population 6 fois moins importante. Donc c'est faisable. Alors que ce recours temporaire serait la solution suite à l'échec de nos gouvernements successifs à élever un numerus clausus en lien avec les besoins, nous restons sans réponse de l'ARS et du ministère sur cette proposition très concrète. On attend des réponses du gouvernement. Le problème, c'est que 85% des EHPAD publics sur le département sont en difficulté financière suite à l'inflation et aux revalorisations salariales légitimes, mais non compensées par les autorités de tutelle. Le problème, c'est que ce gouvernement ne fait qu'aggraver la paupérisation et demande à chaque fois des efforts à ceux qui souffrent le plus de la précarité. Réforme du RSA, réforme de l'assurance chômage, réforme des APL. Les loyers explosent, le prix de l'alimentation et de l'énergie explose. Les gens ne finissent déjà plus les fins de mois et bientôt il va falloir payer l'école, le médecin et que sais-je encore. Alimenter les secteurs privés au bénéfice d'une poignée de gens, c'est hors de question. Et tandis que la caisse d'allocation familiale commande des algorithmes pour traquer les pauvres, il y a 80 milliards qui s'évaporent chaque année dans l'évasion fiscale et tout autant qui s'évaporent dans l'optimisation fiscale. Il faut voter aux européennes, puisque c'est pour répondre aux directives européennes que le gouvernement français, aux ordres,
impose cette destruction des services publics savamment orchestrée depuis Bruxelles. Et ne pas se laisser une nouvelle fois berner par cette litanie de cette Europe libérale, nous n'avons pas le choix, car il faut rembourser la dette. Tiens, la question de la dette qui revient 3 mois avant les élections, elle est utilisée systématiquement pour justifier les politiques d'austérité. Mais je pense qu'Alexis nous en parlera. Le problème, c'est la guerre. La guerre aux portes de l'Europe et notre président irresponsable qui fait le pan face à Poutine et devant les partenaires européens. Chiche les gars, on y va? Ou plutôt allez-y, parce que c'est pas lui qui ira s'il y a une généralisation du conflit. Et de pousser pour que l'Ukraine intègre au plus vite l'OTAN et l'Union européenne. Je suis allée en Ukraine en septembre dernier, et ce dont le peuple ukrainien a besoin, notamment dans les zones détruites, c'est de retrouver des services publics, des écoles, des hôpitaux psychiatriques, des services d'eau potable, des services publics, ceux-là même que nous sommes en train de détruire chez nous. Comment imaginer que le fait d'intégrer l'Union européenne, notamment en temps de guerre, va aider le peuple ukrainien? Non seulement ça ne va pas les aider, mais cela risque fort de déstabiliser les marchés économiques au sein même de l'Union européenne, pour toutes les populations. Alors aider le peuple ukrainien à se défendre de l'agresseur russe et à négocier une paix durable, oui. Mais non, Monsieur Macron, comme l'a si bien dit Manon Aubry, nous n'enverrons pas nos enfants mourir en Ukraine. Et je ne peux pas terminer sans parler de la situation à Gaza. Il aura fallu plus de 30 000 morts, dont au moins 15 000 enfants, plus de 10 000 disparus sous les décombres, 2 millions de personnes déplacées, la bande de Gaza en ruine, la population soumise à la famine et privée de soins, 5 mois d'horreur absolue pour qu'enfin le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat. Cette résolution, comme toutes les résolutions de l'ONU, est contraignante et les États se doivent de l'appliquer. Ni Israël ni les États-Unis, leurs premiers fournisseurs d'armes, n'en sont exonérés. Sans contrainte, le gouvernement de Netanyahou ne respectera pas cette résolution, pas plus que les précédentes. Les États et l'Union européenne doivent donc passer aux actes et prendre des sanctions contre Israël tant que cet État ne se conformera pas au droit international. Embargo sur les livraisons d'armes à Israël, suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, arrêt de ce nouveau projet mis au point par Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni, qui propose 7,4 milliards d'euros au maréchal égyptien Al-Sisi pour parquer les Gazaouis dans une nouvelle prison à ciel ouvert. La France et l'Union européenne doivent mettre tout en œuvre pour que cesse le génocide en cours à Gaza. Une autre Europe est possible. Une Europe populaire, sociale, écologique et pacifique. Mais pour cela, il faut aller voter le 9 juin. Il nous faut faire campagne pour ne pas laisser la place ni à l'extrême droite, ni aux macronistes. Aux côtés de nos candidates, donc Marine Le Maire et Marie Messmer, avec nos 81 candidats et leur tête de liste, Manon Aubry. Merci.